Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans Quelques minutes pour. Quelques minutes pour, c'est l'émission que je fais une fois par semaine pour vous parler d'une œuvre que j'ai vue ou que j'ai lue. La zone d'intérêt est un film écrit et réalisé par Jonathan Glazer, et qui nous montre comment le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig organisent leur vie de rêve dans leur maison accolée au camp. Et je n'en dirai pas plus pour éviter les spoils, même si honnêtement il n'y a pas grand chose à spoil. Je vais aussi en profiter pour vous inciter directement à aller voir le film si jamais le sujet ne vous est pas trop douloureux. Et je vais le détailler un peu plus, mais le film a de nombreux partis pris qui valent le coup. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hause Höss verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est la réalisation. La caméra bouge très peu, le peu de mouvements qu'on a sont très fluides. C'est des travelling ou des panoramiques. Il me semble pas avoir vu une caméra à l'épaule. Cette réalisation a deux effets. Un plutôt négatif, c'est que le film a du coup un rythme très lent, avec peu de mouvements, donc peu d'entrain pour le spectateur. L'œil n'est pas très stimulé, et j'avoue que ça peut en rebuter certains. Et d'un autre côté, ces plans de caméra fixes, et qui reviennent souvent, la caméra est souvent placée au même endroit d'une pièce, qu'elle soit filmée au début ou à la fin du film, et qui font penser à une caméra qui filmerait l'intérieur de la maison d'une famille. Nous serions des petits espions qui les regardent dans leur quotidien. Également, la caméra ne bougeant pas, cela permet des plans très symétriques, très carrés, assez appuyés par les décors qui le sont eux aussi, comme le voulait la mode de l'époque, ce que l'on nomme le style 40. De même, la maison sous cet angle large nous apparaît dans quasiment ses moindres recoins, à tel point que l'on pourrait en dessiner un plan à la fin du film. On voit vraiment bien comment elle est construite, ce qui nous fait d'autant plus rentrer dans l'intimité des personnages. Personnages auxquels on s'attache malgré toutes les horreurs qu'ils font, et malgré les valeurs de plan très éloignées du sujet. Les personnages sont souvent filmés au milieu d'une pièce, très souvent de plein pied, et on a très peu de gros plans. Les gros plans, c'est ce qui permet le plus d'humaniser quelque chose. Le film est dans un entre-deux. D'une part, il a envie de les humaniser, je pense que c'est un peu le sujet du film, de montrer que, tout nazi qu'il soit, ces hommes et ces femmes avaient également une famille, des enfants dont ils s'occupaient, assez bien d'ailleurs, que le mal se cache partout, et on nous montre la banalité de celui-ci, à quel point les gens étaient embrigadés dans un système de pensée qui les a fait trouver normal des crimes contre l'humanité et des génocides. Du coup, je trouve que les réalisateurs n'est pas allé jusqu'au bout de ces idées, mais est-ce que c'est un mal? A-t-on vraiment envie de se sentir proche de gens comme ça? La question est posée, elle est très très intéressante. Une thématique que j'adore au cinéma, c'est l'humanisation du monstre. C'est un des points qui me font aimer une partie de la filmographie de Burton, et adorer celle de Guillermo del Toro. Mais dans ces films, on parle de monstres physiques le plus souvent. Ici, les monstres sont humains, ce sont leurs agissements qui ne sont pas l'être. De plus, quand je dis que les personnages sont humanisés, ce n'est pas qu'ils apparaissent comme gentils, au contraire, ils rient, jouent, mais ils s'engueulent aussi, ils sont égoïstes. Ce sont des humains dans toutes leurs qualités et leurs défauts. Mais on voit également que les horreurs les touchent, particulièrement les enfants qui se mettent à avoir des comportements assez violents et rappelant certains mouvements du travail de leur père. Je n'en dirai pas plus. Pendant tout le film, j'ai pensé à un historien que j'aime beaucoup et dont les écrits ont été pour moi comme une révélation, Johann Chapoutot. Historien spécialiste des nazis et de l'Allemagne en général, il trace dans ses ouvrages, Comprendre le nazisme par exemple, un lien sémantique et industriel entre la pensée nazie et la pensée capitaliste. Et à de nombreux moments, quand on nous parle des chambres à gaz, la notion de rendement est présente. Le but est toujours de faire au plus vite, comme dans la logique capitaliste. Johann Chapoutot dit dans le magazine Trois Couleurs, « Ce film est à la pointe de ce qui se fait en sciences humaines sur la Shoah. » On montre bien dans ce film que le génocide est vu comme un métier. Rudolf est montré comme un gestionnaire consciencieux et pensant presque maladivement à son travail. Pour autant, dans ses livres, Chapoutot montre bien que ces gens n'étaient pas fous. Ce qu'ils ont fait, tout le monde pourrait le faire avec les mêmes conditions économiques, sociales et politiques de départ. Le nazisme a par exemple permis à des familles comme celles que l'on suit une certaine élévation sociale, se mettant des œillères sur les atrocités sur lesquelles ils ont construit leur mode de vie. Ces atrocités ne sont jamais montrées dans le film, jamais directement, mais il commence par un très long plan, dont j'ai mis un moment à comprendre l'intérêt, où rien ne se passe, juste des sons traversent l'écran. Le but de ce panonceau de début est de nous habituer à être à l'écoute, car dans tout le film, le travail du son est remarquable. On suit la petite famille et en fond on entend les chiens, des gens crier en allemand, des coups de fusil, et l'imagination fait le reste. Et tout bon cinéphile, fan de films d'horreur, vous le dira, faire marcher l'imagination est pire que de montrer directement. D'autant que nombre de films s'intéressent directement au camp, et donc on a un imaginaire assez fort de ce qui s'y est passé. On ne les verra jamais, on restera à hauteur de la famille, qui ne voit que ces grands murs les séparer de ces pauvres gens. C'est aussi permis grâce à des caméras qui filment en plan large, qui permettent à un espace de respirer et de nous donner une ambiance, moins permis par les gros plans. Et pour finir justement, ces plans larges font la part belle à l'environnement bucolique dans lequel la famille évolue autour du camp. On y voit des forêts, une rivière, des petits ponteaux. Cette imagerie bucolique rappelle l'imagerie romantique. Et en effet, le romantisme, qui est né en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe,
fait la part belle à la nature. Il se caractérise également par une hostilité assez forte envers la modernité et la ville. C'est en quelque sorte un mouvement réactionnaire dans le sens où il prône un retour en arrière. Il est très empreint des anciens mythes et contes, et donc une dichotomie entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. De nombreux historiens font le lien entre cette pensée et le nazisme, expliquant que l'importance qu'a eu le romantisme sur les mentalités allemandes ont poussé ces dernières vers des systèmes réactionnaires, et donc plus tard, au nazisme. Et je vous laisse faire les liens entre ces derniers et les quelques caractéristiques du romantisme que j'ai cités. Bref, je trouve très intéressant d'avoir ajouté dans ce film un lien entre les nazis et la nature. Vous l'aurez compris, ce film n'est clairement pas pour tout le monde, de par son rythme, surtout son sujet. Néanmoins, je trouve tellement intéressant dans ses parties pris que je ne peux que vous encourager à aller le voir. Merci à vous pour ces quelques minutes, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la semaine prochaine.